Je vais, pour des raisons d'emploi du temps, permuter et proposer qu'on examine d'abord, permuter les rapports, proposer qu'on commence par le 205, qui sera présenté par Charles Lequet. Charles. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, j'en profite d'abord pour parler sur l'ensemble du rapport, avec un avis favorable à l'unanimité. Dans la commission des finances conforme, M. Blanchard s'est abstenu et je ne prendrai pas part au vote du fait de mon titre de vice-président à la CCI, puisqu'il y a une petite remise gracieuse et voilà, je ne prendrai donc pas part au vote de 96 €. Alors, sur le rapport 205, pas grand-chose, des AP non affectés antérieurs à 2017 à hauteur de 517 000 €, qui peuvent être désaffectés compte tenu de l'achèvement de certaines opérations et du non-engagement. Et puis ce dont je vous parlais juste avant, une remise gracieuse de dette qu'on peut vraiment dire dérisoire, puisqu'elle est de 96 €, qui est proposée au compte tenu d'un trop versé que l'on a fait à la CCI de l'Oise sur une subvention totale de 14 000 €. Bien, merci. Je mets aux voix ce rapport. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Il est adopté. Nous revenons au rapport 201. Oui, après avoir souhaité de bonnes vacances à notre collègue Charles. Bien sûr. C'est pas des vacances. Donc j'ai le plaisir de vous présenter ce gros rapport sur les ajustements de crédit suite dans le cadre de l'ADM, suite au vote du compte administratif. Donc au niveau routier, on doit inscrire 3 295 000 en dépenses d'investissement pour des liaisons nouvelles, notamment pour conforter ou pouvoir payer les Rébécourt, Noyon et Trichâteau. Et puis ensuite, nous avons à inscrire en autorisation de programme, comme vous l'a dit le Président ce matin, la liaison Les Ageux Villers-Saint-Paul pour 70 millions d'AP. Je pense que cette liaison 2 fois 2 voies est absolument nécessaire et vitale pour notre département. J'essaie de résumer parce que vous avez tous lu. Priorité, donc oui, pour le 70 millions et 100 000 € pour la liaison, pour plutôt une future liaison qui sera réalisée par la communauté de communes du Pays de Tel sur son territoire entre la départementale 1001, l'ancienne nationale 1, entre Fresnoy-en-Tel et Belle-Église. Donc nous devons réaliser un rond-point, bien sûr, et encore, mais absolument nécessaire à cet endroit-là, ce qui permettra d'avoir une liaison nouvelle aussi, un désenclavement d'une future zone d'activité. En renforcement calibrage, nous avons aussi à désaffecter quelques crédits et puis reprévoir une liaison sur les RD 58 et RD 127. En ouvrage d'art, là, un petit changement, une petite évolution dans ce que nous faisions jusqu'à présent. Donc nous remettons des crédits pour cela, mais nous prévoyons également, et j'anticipe un petit peu parce que vous avez à la fin du rapport, de mettre un petit peu de crédit d'entretien pour ces ouvrages d'art à raison de 4,5 millions par an pendant la décennie 2015-2025 et puis 1,6 million ensuite entre 2025 et 2035 de façon à entretenir ces ouvrages d'art qui, pour l'instant, sont nombreux à tout tomber sur les bras en matière de restauration, dans la mesure où la plupart avaient été faits depuis la Seconde Guerre mondiale, et donc il faut remettre en état. Donc, ce serait pour les ouvrages d'art. En matière de rénovation des chaussées et équipements des voiries, donc là aussi on réajuste, on retire 4 millions, on désaffecte 4 363 000 et on ajoute 193 127.
pour des opérations de sécurité, des opérations ponctuelles, des renforcements structurels. Vous avez toute la liste de ce que nous avons réalisé, aussi en matière de traverses d'agglomération. Et en matière de traverses d'agglomération, on vous propose la réalisation d'un guide à l'usage des maires en particulier pour améliorer la sécurité dans la traversée des agglomérations et notamment donner des bons conseils et pas éviter certaines choses qui sont désastreuses, type écluses, type coussin berlinois en matière de sécurité, de travaux d'hivernage en particulier. Si on doit passer le chasse-neige avec des coussins berlinois, on détruit la chaussée. Et donc, on déconseille l'utilisation de ces coussins berlinois en particulier, mais des conseils pratiques pour tous les maires et les conseillers municipaux ou adjoints chargés des travaux dans la traversée des villages. Je pense que j'ai résumé l'essentiel. En matière de voies douces aussi, on rajoute 900 000 euros pour réaliser des travaux entre Senlis et Chantilly. Ce sont des travaux prévus, donc, qui avaient été prévus par le passé. Jean-Claude Villemin n'écoute pas, mais bon. Un coussin berlinois. Ah, c'est bien. Bon, donc le guide aura une bonne utilité. Oui. Et Senlis. Chantilly-Senlis. J'ai dit Chantilly-Crène, non, Chantilly-Senlis. À la demande de la communauté de communes de Senlis-Sudoise. Voilà. Également, je pense que j'ai tout signalé. Donc, il y a un avis favorable. Donc, non, ça c'était pour les routes. Pardon, j'oublie l'élément essentiel qui est le transport, avec l'application de la loi NOTRe. Parce que j'ai à la fois là les routes et les transports. En matière de transport, donc, on a négocié, on est passé devant la Clerc et comme vous l'a dit tout à l'heure le Président, on a attaqué la décision du préfet de l'Oise qui est revenu sur ce qui avait été adopté et voté au niveau de la commission locale d'évaluation des charges, sous la présidence du président de la Chambre régionale des comptes des Hauts-de-France à Arras. On avait eu un vote favorable en notre faveur par cette voix contre une. Et le préfet de l'Oise est revenu, sans doute sur des injonctions ministérielles ou autres, sur cette décision, ce qui n'est pas tout à fait normal. Donc on a attaqué au tribunal dedans et on attend une réponse positive. Mais toujours est-il, c'est qu'on reste sur l'adaptation de ce qu'on avait adopté en Chambre régionale des comptes. Et vous avez les chiffres voulus. Je suis en train de tourner mes pages, je ne la trouve plus. Donc on aura à donner, alors ils vont nous prendre 25% de notre CVAE pour régler ces frais de transport. Et il nous restera, malgré les 25% de notre dotation en CVAE, il nous restera 11 911 560 euros tous les ans. Alors pour l'année, à partir de l'année 2018. Pour l'année 2017, c'est fait au prorata temporis, puisque notre compétence prend fin le 31 août 2017. Et à partir du 1er septembre, tout est organisé. Alors pour les transports des collégiens, on reste à 50 euros. Pour les lycéens, on reste à 80 euros. Et pour les transports des primaires, gratuit. Et avec une majoration de 20 euros, une pénalité de 20 euros pour ceux qui perdent leur carte. Ou qui s'inscrivent en retard. Voilà. Pour les collégiens, 50. Donc on n'a pas touché, on a l'accord de la région sur ces chiffres. J'espère qu'ils ne changeront pas d'avis. Voilà. Bon.
Voilà, je pense que j'ai résumé. Merci. Monsieur le Président. Donc il y a un accord favorable à l'unanimité de la commission réglementaire et un avis conforme de la commission des finances avec une abstention de Alain Blanchard. Ok, Madame Balitou. C'est vrai que c'est un gros rapport qui comporte un certain nombre de points très importants. Et je vois qu'il y a énormément d'efforts qui sont faits au niveau des routes et des constructions nouvelles. Pour autant, je voudrais quand même insister lourdement sur l'importance de réaliser des investissements pour assurer la sécurité des usagers de l'axe Noyon-Roi. La RD 934, bon, je sais que ça fait l'objet déjà d'une discussion, mais bon, c'est une route tellement accidentogène qu'il y a urgence d'intervenir rapidement. Oui, il y a encore eu récemment, je pense, un accident mortel. Et bon, donc on respecte nos engagements. On a peut-être un petit peu de retard, peut-être, mais bon, les services s'y attachent. On a bien ça en tête, le 934. Ok, c'est clair ce point. D'accord. C'est Monsieur vrai que Guignot. c'est une préoccupation très très importante pour nous dans la mesure où il y a des accidents récurrents et Oui. notamment il y a eu un accident mortel récemment et on est très inquiet et on est interrogé aussi par les populations qui s'inquiètent sur ce sujet. C'est pour ça que on se permet de souvent en parler pour pas que ça tombe dans les oubliettes tout simplement. On avait réuni des maires tous les maires concernés, ils étaient nombreux, qui appartenaient au département de l'Oise, les maires du département de l'Oise, des communes intéressées dans le département de l'Oise, puisqu'il y a une partie dans la Somme, une partie minime. Et, donc on va faire une expérimentation sur des opérations de sécurité dans un premier temps, parce que le territoire se prête aussi à l'aménagement du canal Seine-Nord, et que ça ne sert à rien de prévoir de gros investissements tant que le canal Seine-Nord n'est pas réalisé. Je pense que j'ai peut-être répondu à la question. Non, pas tout à fait. Question de Michel Guignot. Monsieur Guignot. Oui, mais c'est pas grave, mais la galanterie avait fait que, je n'ai pas récriminé, mais j'avais levé le bras avant Madame Balitou, dont je savais qu'elle interviendrait au nom de Monsieur Dancel. Mais très bien. Oui, évidemment, je m'en suis ouvert encore plusieurs fois avec membres du cabinet, pas plus tard que ce matin avec quelqu'un des services. La proposition qui avait été faite, notamment lors de la réunion, c'est vrai, avec toi Alain et avec d'autres, avec les maires, il faudrait au moins que ceci soit mis très rapidement en comment dirais-je, un peu en musique, parce que l'été va vite passer, on va encore arriver dans les saisons de brouillard et de mauvais temps qui aggravent encore les problèmes de visibilité sur cet axe qui est, on le sait tous parce qu'on l'emprunte, très accidentogène, et il est évident que les forces réactionnaires vont accuser, si je puis dire, les élus d'à côté de ne pas avoir demandé. J'en suis à plusieurs courriers, je sais que tout ne peut pas se faire en même temps et aussi rapidement. Je me suis rendu, comme on l'avait évoqué avec mes collègues d'ailleurs à Varluis, pour voir le système mis en place. J'en avais parlé, j'en ai reparlé encore avec Monsieur Hulot. Je pense que les fameux panneaux qui sont lumineux, en tout cas à Varluis, en plus ils sont très mal installés, mais qu'il faudrait trouver le même dispositif. J'en ai vu ailleurs, ça existe aussi pour des passages cloutés, mais avec un triangle et qui soit en tout cas beaucoup plus visible, en tout cas beaucoup plus gros, plus grand en tout cas, parce que là le système de Varluis c'est vraiment un peu léger. Nous sommes allés il y a déjà 3 mois, on en a reparlé. Mais voilà, je sais, Alain, que tout ne fait pas, mais je pense qu'il y a malheureusement une urgence, parce qu'on finira par nous coller les morts sur le dos, si je puis dire. Voilà, donc je crois que c'est assez urgent. Ça fait partie peut-être des dépenses extrêmement urgentes sur cette portion de route qui est, même si tout n'est pas dans l'Oise, au moins traitons le cas de l'Oise. Il n'est pas question qu'on porte cette responsabilité
comme une croix dans le dos. Voilà. Et puis dernier point, là aussi je sais qu'il y a des réparations de fait, mais il y a encore des secteurs, en tout cas ruraux, dans le canton où les routes sont... Et là encore, je sais que ça ne s'est pas dégradé en 1 an ou en 2 ans, mais il y a des routes, c'est l'Ukraine du temps de l'URSS, quoi. Oui. On est bien conscient. Alors, ce que je vais demander, si vous êtes d'accord, moi je veux bien, je demande de tous les crédits voulus, que le président me double son budget annuel, qui me donne 140 millions, et Vincent Hulot sera certainement d'accord aussi. Je ne soumets pas la délibération. On essaie de faire des efforts. Ça coûte extrêmement cher, et puis on essaie de trouver des solutions innovantes aussi pour permettre de maintenir un peu l'état ou d'améliorer légèrement l'état. C'est ce que l'on fait avec les ECF, les enrobés coulés à froid en particulier. Peut-être que Vincent Hulot pourrait nous dire, là sur la 934, où on en est là sur l'expérimentation. Monsieur Hulot, dites-nous la chronologie de votre expérimentation. Donc on a fait une expérimentation sur la RD 1001 à Varluy, effectivement. On est en train d'en faire l'analyse. Effectivement, les panneaux sont probablement un peu petits, surtout placés trop près en fait du carrefour. Donc il faut avoir une zone de recul. Donc c'est bien d'avoir fait cette expérimentation parce que ça va nous servir pour la suite. On est en train de voir dans quelle mesure on peut passer dans une gamme plus grande. Et puis sur la 934, donc on étudie carrefour par carrefour l'ensemble de l'itinéraire. Et voilà, donc on travaille en interne sur le sujet qui est complexe, puisque je ne sais plus, je crois qu'il y a plus de 30 intersections sous cette zone-là. Quelqu'un, M. Villemin, avait demandé la parole, je crois, non? Avant Alain Blanchard. Donc, avant l'hiver, oui. Je pense que tout le monde l'a à l'esprit, là. Pas brocarder mes voisins, mais de la même manière, je me doute bien que Sébastien Lancel est interrogé comme moi je le suis, quoi. Donc on va pas se renvoyer le truc, mais ouais. C'est vrai que voilà, c'est dangereux pour tout le monde. Alain Letellier est convaincu. Voilà. Il l'est. Vous savez qu'en matière de rapport qualité-prix et d'efficacité des dispositifs, il est extrêmement vigilant, parce qu'il sait que quand il ne dépense pas de l'argent n'importe comment, il peut en mettre à plusieurs endroits. Donc il est tenu d'optimiser les dépenses, la répartition des fonds. Monsieur Villemin, Monsieur Blanchard. Sur la saga Courcial-Bertrand, ou Bertrand-Courcial, sur les transports, mais bon. Quelques points et malheureusement, l'Oise fait partie quand même des Hauts-de-France, c'est le même territoire. Quelques questions. D'abord, la satisfaction que le RD 200 redémarre. C'est une bonne chose, je l'ai dit ce matin, je le redis. C'est un des axes les plus fréquentés de notre département. C'est certainement celui qui est aussi l'un des plus accidentogènes. Et c'est important c'était, je veux dire, malheureusement, pas criminel, mais je ne voudrais pas employer des mots synonymes. Mais c'était dramatique d'avoir arrêté, parce qu'on a perdu 1 an et demi pour les études. Et donc là, on s'en en serait pratiquement à un début de... Bon, non, on n'a pas perdu de temps, non, 1 an et demi. Non mais, monsieur Letellier, soyez pas pressé. Il me semble que vous êtes sur une route secondaire. Je suis sur une route principale puisque c'est moi qui ai la parole, donnée par le président, donc vous me devez la priorité, s'il vous plaît. Allez, on va se projeter sur la réalisation de la RD 200 à 4 voies. Bien. Donc, on a perdu du temps puisque l'utilité publique c'était en 2014, nous sommes en 2017, voilà. Mais
nous sommes contents dans l'agglomération et dans le sud de l'Oise d'avoir ça en plus. Un point positif, c'est le plan de gestion des ouvrages d'art. Je trouve que ça, c'est une bonne initiative de prise. Jérôme l'a rappelé, a repris mon antienne sur les ronds-points de notre ami Letellier. Maintenant, il faudra qu'on change et qu'on parle des ouvrages d'art Letellier. Voilà, parce que c'est une bonne chose. Vous voyez qu'on peut être positif et reconnaître quand il y a quelques avancées. Par contre, moi j'ai quelques questions. Quand verrons-nous des crédits d'études pour la déviation Montataire-Saint-Leu? Parce que là aussi, c'est le prolongement du CD 200 que cette déviation traverse une agglomération et c'est dangereux. Il y a des nuisances et je crois que Alain Blanchard pourrait s'associer, et là je parle en tant que président de l'agglomération Creil-Sud-Oise, lui pourrait s'associer en tant que conseiller général du canton de Montataire. Voilà. Alain Letellier va vous répondre. Donc là, alors c'est le premier point. Le deuxième point, je voudrais avoir, parce que je ne les ai pas vus dans les documents, je voudrais avoir une précision. Hier, j'ai regardé un reportage sur FR3 Picardie, et un vice-président de notre institution a à peu près déclaré ceci, je dis à peu près pour prendre des précautions, que la déviation de Mouilly n'était pas abandonnée, mais qu'il y avait des études de fait pour trouver le meilleur tracé en termes de sécurité routière, de géologie et d'environnement. Alors, j'ai pas vu, et il ne me semble pas qu'on ait voté des crédits pour faire les études. Alors, est-ce que j'ai rêvé? Alain Letellier vous répond tout de suite. Et dernier point, s'il vous plaît, je voudrais informer, parce que j'avais posé la question la fois dernière en CP, je voudrais informer que tout n'est pas gagné, mais que la SAFER a classé en priorité 1 les terrains sur les communes de Creil et de Saint-Maximin pour le transfert à Estrée-Saint-Denis des terres de M. Liénart. Ce qui va permettre de dégager un certain nombre de terrains pour les agriculteurs, mais aussi pour le développement économique et magéo sur notre disons, agglomération au sens large du terme. Voilà. Tout n'est pas gagné, parce qu'il faut rester à convaincre la direction régionale de l'État ad hoc. Mais voilà, c'est la première étape, elle est franchie. Il y a eu une majorité substantielle dans ce dossier lors de la dernière réunion de la SAFER. Donc, quand tout le monde s'unit, on arrive à faire gagner l'Oise. Ok. Est-ce que M. Blanchard veut poser sa question maintenant pour qu'Alain Letellier fasse un groupage des questions? Avec Enfin, plaisir, des réponses, avec plaisir. J'entendrai d'autant plus avec satisfaction la réponse d'Alain Letellier. Donc, je comprends le souci d'un certain nombre d'élus de défendre leur territoire. Mais il y a toujours une limite à ça, notamment quand ça concerne les routes, parce que les routes, elles commencent pas à l'entrée d'un canton, elles se terminent pas à la sortie d'un canton, autant que je sache. Donc je dis ça parce que, bien évidemment que je partage ce que vient de dire Jean-Claude sur la déviation attendue de Saint-Leu-d'Esserand, qui est sans doute l'un des plus grands risques que courent aujourd'hui les usagers de notre département, parce que je rappelle que cet axe routier traverse le centre-ville et en particulier scinde 2 écoles qui sont de chaque côté de cette RD 200, qu'on a frôlé la catastrophe à plusieurs reprises et qu'on continue à serrer les dents pour qu'un jour un camion ne traverse pas une école. Voilà, donc je rappelle que c'est un projet urgent et nécessaire. Mais parler de ce territoire-là, c'est parler du RD 200, mon cher Alain, parce que au rythme actuel, je pense que d'ici 2050-2080, nous aurons un RD 200 aménagé depuis Compiègne jusqu'à Chambly pour ce qui concerne notre département, mais jusqu'à Pontoise, puisque c'était ça l'objectif à terme de cette route départementale
dont un ministre qui n'est pas de notre bord, de mon bord, pardon, loin s'en faut, avait fait remarquer qu'il y avait à peu près 40 ans de retard sur cet axe routier qui devrait être aménagé de longue date. Voilà. Donc on en fait par bout, c'est plutôt bien, mais il serait bien d'avoir une vision d'ensemble. D'autant plus que je me permets d'ajouter une remarque que j'ai déjà faite, mais je pense, au risque de me tromper, je suis pas technicien, que nous avons une problématique de circulation dans le sud de l'Oise qui s'apparente de plus en plus à ce qu'était la circulation en région parisienne il y a une vingtaine d'années. Voilà. Et que la région parisienne reste un lieu majeur d'embouteillage et de difficultés de circulation, mais il y a eu des aménagements importants de fait pour éviter le pire. Et nous, on a des problématiques maintenant, notamment aux heures d'entrée du boulot et aux heures de sortie. Je n'apprendrai rien à mes collègues en leur parlant de l'entrée de Beauvais, tous les matins, tous les soirs et plus encore. On pourrait parler des embouteillages dans la région crailloise sur la nationale, la départementale 1016, Equatera, où c'est devenu des difficultés de circulation majeures. Donc on a un problème qui implique sans doute, au-delà du département, une réflexion globale sur les infrastructures dans une région sud comme la nôtre. Voilà, j'ai terminé sur ce premier chapitre. Le deuxième chapitre, c'est que je souhaiterais connaître le compte rendu, parce que nous ne l'avons pas, de la fameuse CLERT, c'est-à-dire quelle est la différence d'appréciation financière entre le préfet qui arbitre, semble-t-il, défavorablement au département, et puis les réflexions de la CLERT où nous siégeons et où nous sommes représentés. Ce serait bien d'avoir les éléments de comparaison possibles. Pas de difficulté sur ce dernier point. Alain Letellier. Oui, donc sur la déviation de Saint-Leu-d'Esserand, donc on réunit tous les maires le jeudi, je crois que c'est un jeudi, oui, jeudi 6 juillet à 10h. Donc il y aura une réunion où vous êtes cordialement, vous pouvez noter sur vos agendas les conseillers départementaux concernés pour ou par un mail, oui, certainement. Donc la réunion est prévue ici à l'hôtel du département le 6 juillet à 10h. Je me suis rendu à Villers-sous-Saint-Leu en particulier, je suis allé voir sur place. On a quand même des difficultés où les maires ne sont pas tous d'accord sur les tracés proposés. Il va bien falloir qu'on s'en sorte et que chacun fasse un effort particulier pour trouver la solution au meilleur rapport qualité-prix. Parce que sinon on n'en finira jamais. Alors je compte insister, mettre tout mon poids et celui du département dedans, parce que cette déviation de Saint-Leu-d'Esserand, ça fait 35 ans que je suis ici, ça fait 35 ans plus que ça qu'on en entend parler, et que pour aller dans ma circonscription, pas la 6e ni la 5e, mais dans la 3e circonscription que connaît bien Alain Blanchard et Jean-Claude Villemain, j'utilise assez régulièrement la traversée de Précy-sur-Oise, Saint-Leu-d'Esserand, Tiverny, Montataire, et c'est pas simple. Et qu'on a de plus en plus de véhicules, et comme vous le disiez les uns et les autres, c'est sûr que l'augmentation des véhicules augmente, et que la densification, la logistique fait aussi qu'on a énormément de transport routier, à la fois dans notre département comme tout dans la troisième couronne parisienne, c'est de plus en plus intense. Voilà, donc sur Montataire, Saint-Leu, donc c'est à l'esprit, et ce que je voudrais, c'est qu'on puisse, à la fin, avant 2021, qu'on puisse déjà aboutir et voir clair sur ces projets, et qu'on ait enfin les tracés déterminés. Alors, les services, les différentes études sur Mouilly en particulier, elles sont suivies par les services du pôle d'aménagement et de mobilité, donc sous le contrôle de Vincent Hulot, et les services travaillent là-dessus. Alors, le coût de la déviation de Mouilly, on a repris le département il y a 1 an et demi maintenant, 2 ans. Donc on a regardé, on a examiné, il y avait beaucoup de priorités. Il y avait Troissereux à terminer, il y avait Ribécourt-Noyau à terminer, il y avait Trichâteau à terminer. On n'allait pas se lancer dans une autre opération comme ça, avec un prix qui s'élevait non plus à 19 millions, mais à 22 millions d'euros pour 1500 véhicules jour. Donc on a essayé de trouver des solutions de compromis. On est en train d'étudier, de voir, pour essayer de trouver des solutions moins contraignantes financièrement. Non, mais certainement pas le PPP, parce que là, franchement, c'était une erreur. Il y avait certainement aussi d'autres dispositions, et j'en profite justement, puisqu'on parle de PPP et de la déviation de Troissereux. Moi, j'estime qu'on aurait pu voir
directement avec la SANEF, avec une concession, puisque dans le projet, dans le plan pluriannuel de l'ancienne majorité, il y avait notamment une mise à 2 fois 2 voies entre la 16 et la 28, entre Neuchâtel-en-Bray et Beauvais. On aurait pu inclure directement, en concédant à la SANEF, y compris la déviation de Troissereux, on aurait gagné beaucoup d'argent, et puis on aurait pu faire d'autres opérations ailleurs, et notamment dans bien de domaines. Parce que là, je vous regarde tous, mais si je regarde un peu plus à ma droite, et si je regarde Monsieur le Tourneur, il va me parler de la déviation de Crépy-en-Valois et de la liaison entre la N31 et la N2, également, qui était aussi une opération. Crépy-en-Valois, c'est 55 millions. Alors, on a 403 millions de routes d'intérêt régional. Donc j'ai posé la question à maintes et maintes réunions avec la région concomitante, en disant que nous donne la région. Pour l'instant, on ne sait pas. Que la région prenne du temps pour réfléchir, je veux bien, mais ça fait 1 an et demi qu'ils sont au pouvoir. Mais ils sont aussi confrontés aux mêmes problèmes financiers que nous, ça je ne veux pas en douter. C'est peut-être pas facile pour eux, ils sont toujours pas prêts, il faut attendre qu'ils soient prêts. Ce que je voudrais bien, c'est qu'ils nous donnent, s'ils nous donnaient 100 millions tous les ans. Par exemple, oui. On va essayer. On pourrait dans 10 ans ou dans 15 ans avoir mis à peu près en état notre département. Parce que quand on parle de liaison Pontoise, Chambly, Creil, Les Ageux, Compiègne, on pourrait aussi, depuis plus de 50 ans, on aurait dû avoir réalisé, ou l'État aurait dû avoir réalisé, la mise à 2 fois 2 voies de la liaison Rouen, Beauvais, Clermont, Compiègne, Soissons, Reims. Bon, je suggère qu'on ne refasse pas tout le plan routier de l'Oise maintenant. Mais on en est là. Autour de ce schéma. J'espère. Alors pour la SAFER, là je suis pas compétent, c'est plus France Desmet qui suit le dossier. Oui. Ok. Merci de ces informations et de cet échange. Je mets aux voix le rapport 201. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Il est adopté. Le rapport 202 est présenté par Madame Nadège Lefebvre. Alors, en ce qui concerne l'aide aux communes, il s'agit d'un ajustement de crédit, et là, ça concerne la somme de 3 144 775. Ça concerne notamment des dossiers qui ont été acceptés et retenus par la commission permanente, qui soit n'ont pas abouti, ou bien alors les dépenses ont été beaucoup moins importantes. En deuxième point, c'est l'inscription d'autorisation de programme. Comme vous le savez, l'année 2017 fut riche en demandes de subventions, puisque nous dépassons aujourd'hui les 100 millions d'euros. Donc, il vous est proposé de faire un effort supplémentaire et exceptionnel en votant une autorisation de programme complémentaire à hauteur de 5 millions d'euros, portant ainsi l'enveloppe globale de 2017 à un niveau de 47 millions d'euros d'AP. Ensuite, on a les modifications du dispositif document d'urbanisme et planification. C'est simplement lié au fait que la réforme a été votée à la réunion du 17 octobre 2016, qu'on a changé un peu les règles concernant surtout les taux, et qu'il y avait une vingtaine de communes qui avaient déposé un dossier avant la date de la réforme. Par conséquent, ces communes avaient bâti leur plan de financement en tenant compte des pourcentages qui étaient fixés avant. Donc nous allons donc voter la somme de 220 066 euros qui permet à ces 20 communes qui ont déposé le dossier avant la réforme d'avoir le taux précédent. Ensuite, subvention en faveur du déploiement d'une infrastructure de recharge pour les véhicules électriques. Alors, comme vous le savez, on a donné pour le SE60 à la fin de l'année dernière. L'autre syndicat du département, CESEO, a également fait un dépôt de dossier de façon à pouvoir équiper également l'est du département en bornes électriques. Par conséquent, nous vous proposons une subvention à hauteur de 112 660 euros qui sera donc calculée au taux de 25%, identique à ce que nous avons donné au SE60, et là donc pour une dépense subventionnable à hauteur de 450 660 euros hors taxe. En ce qui concerne les subventions exceptionnelles,
Un certain nombre de collectivités ont sollicité le département afin de les accompagner de manière exceptionnelle. Alors il s'agit bien de projets qui ne pourraient voir le jour si le département ne venait pas les aider. Il s'agit souvent de projets relativement importants et structurants pour le département. Et donc vous avez la liste en annexe 3. Il s'agit d'un montant global de 5 800 970 €. Et donc ça fera l'objet d'une individualisation en crédit de paiement des réceptions des justificatifs d'exécution. Ajustement de dispositifs. Alors là, ça concerne l'annexe 4 que vous avez dû regarder. Ça concerne le financement des systèmes d'alarme type PPMS pour un montant inférieur à 3 000 € hors taxe, la transmission au service du département des rapports d'analyse HAP, donc les hydrocarbures aromatiques polycycliques, ne demandez pas ce que c'est, j'en sais rien, et amiante, pour les travaux effectués sur les routes départementales. Et puis la bonification de mise en accessibilité pour les bâtiments et espaces publics existants, sachant que les constructions neuves, ça doit être inclus dans le dossier. Là, on parle bien des dossiers des bâtiments existants. Par ailleurs, le dispositif d'aide en faveur de la vidéoprotection est modifié selon l'annexe 5, afin que le diagnostic validé par le référent sûreté ne soit sollicité qu'uniquement dans le cas d'une demande de financement au titre du FIPD. C'est-à-dire si une commune ne demande pas le FIPD, on ne lui impose pas le référent sûreté. À partir du moment où il le demande, c'est autre chose. Ajustement administratif, dérogation de régularisation. Là, on est sur quelque chose, souvent certaines communes ont entamé leurs travaux sans avoir sollicité ou obtenu une dérogation ou un financement du département. Bon, bien évidemment, ces dossiers sont examinés et compte tenu de la bonne foi manifeste, vous trouverez donc la liste sur l'annexe 6 et donc nous proposons d'accorder à ces communes des dérogations de régularisation. Ensuite, nous avons le centre d'hébergement de données, le data center. Donc, nous avions créé une autorisation de programme de 2 millions € sur 4 ans. Et puis, les choses sont un petit peu plus complexes. Donc, compte tenu de cette complexité du projet, il a été jugé nécessaire d'être accompagné afin d'établir avec précision le périmètre cible et les étapes pour y parvenir. Pour ce faire, une consultation sera menée donc en 2017 visant un démarrage des études et puis début 2018. Par conséquent, à ce stade d'avancement, il est proposé de minorer cette autorisation de programme de 1 million € et de répartir équitablement les crédits associés sur les exercices 2018 et 2019. Et puis enfin, ça concerne le CAUE, donc pas de changement sur le fond puisque la somme qui avait été décidée pour l'année 2017 s'élève à 700 000 €. Il y a déjà 350 000 € qui a été versé et donc il reste 350 000 € à octroyer sous forme de subvention de fonctionnement. Donc voilà en ce qui concerne. Donc, tout de suite, bien sûr, vous avez le tableau qui reprend tout ça. Alors, en ce qui concerne la décision de la commission réglementaire, elle a émis un avis favorable à l'unanimité et concernant la décision de la commission des finances, avis conforme avec abstention de M. Blanchard. Bien, est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Donc, je mets aux voix le rapport 202. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci, il est adopté. Monsieur le vice-président Bacher nous présente le rapport 203. Donc le rapport 203, Monsieur le Président, c'est simplement un acte que le département fait avec le SMO THD, un acte que le SMO fait avec en vérité l'ensemble des propriétaires, dont pouvoir fibrer les propriétés départementales, à savoir les logements des professeurs dans les collèges, d'une part, donc d'intervenir dans nos collèges, dans les logements, et d'autre part dans les gendarmeries avec les baux que nous avons signés avec la SNI. Voilà ce que propose ce rapport, Monsieur le Président, avec un avis favorable de la Commission réglementaire à l'unanimité et conforme de la Commission des finances, moyennant l'abstention de Monsieur Blanchard. Rapport que je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Pardon? Oui, du personnel. Maintenant, c'est plus aussi clair que ça, maintenant. Bon. On va pas faire l'inventaire personne par personne aujourd'hui. Oui, non, mais ok.
Je mets aux voix le rapport 203. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Il était adopté. Merci. Le rapport 204 est présenté par la vice-présidente Nicole Colin. Alors, il s'agit des espaces naturels sensibles. Décision de la commission réglementaire, avis favorable à l'unanimité. Commission de finances conforme, avec abstention de M. Blanchard. Concernant donc l'action 020501, il s'agit d'ajustement de crédit, une désaffectation d'autorisation de programme pour pas tout à fait 50 000 €. Ces ajustements concernent donc soit des montants qui n'ont pas été affectés ou qui correspondent à des soldes de subventions non versées sur des AP antérieurs. Il y a bien sûr en contrepartie de nouvelles inscriptions en dépenses d'investissement, 30 000 € et 10 000 € concernant excusez-moi. Donc il est proposé de reprendre le partenariat avec l'Institut de France qui avait été abandonné il y a 6 ans concernant l'aménagement et l'ouverture au public du domaine de Chantilly, notamment en ce qui concerne l'accueil du public et l'allée des Tilleuls. Le partenariat donc avait été arrêté il y a 6 ans, il est repris. Donc nous avons 30 000 € en AP et 10 000 € en CP qui sont inscrits pour cette action. Nous avons aussi des recettes à hauteur de 30 000 € correspondant au reversement d'un trop-perçu du PNR Oise Pays de France qui correspondent à des travaux qui n'ont pas été effectués sur le parc du château de la Borne Blanche. Merci bien. S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix ce rapport 204. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Il est adopté. Le rapport 205 a déjà été examiné. Le rapport 206 est présenté par la vice-présidente Sandrine de Figueiredo. Merci. Alors, il vous est proposé dans ce rapport de désaffecter la somme de 3 116 152,90 d'AP antérieure à 2017. Il vous est également proposé une dérogation de régularisation en faveur de Oise Habitat pour une opération déjà engagée. Et le dernier point, il vous est enfin proposé d'acheter pour 38 € une action de la SAHLM de l'Oise qui était auparavant détenue par la Chambre d'agriculture. Nous avons un avis favorable à l'unanimité de la commission réglementaire et un avis conforme de la commission des finances avec l'abstention de M. Blanchard. Merci beaucoup, Monsieur Blanchard. C'est un moyen sympa de faire parler de soi, de dire que je me suis abstenu sur tous les rapports. Comme ça, mon nom est cité systématiquement, c'est remarquable. Non, je précise simplement que c'est parce qu'on avait décidé de ne pas examiner en détail les rapports et j'avais donné une position globale. Voilà, comme ça, les collègues y sont au courant. Je voulais poser la question, est-ce qu'on connaît les raisons qui font que la Chambre de l'agriculture se désengage de sa participation à la SAHLM? Le président de la SAHLM peut peut-être répondre. Monsieur Blanchard va reposer sa question. Cher Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi la Chambre de l'agriculture se désengage de sa participation à la SAHLM? Mais si tu me le dis pas maintenant, tu peux me le dire plus tard, sauf si ça intéresse les collègues. Oui, on ne va pas dormir sinon. Ouais, non, mais c'est tout simplement que bon, voilà, ils jugeaient plus utile d'avoir cette action-là qui aujourd'hui n'est pas pour eux d'un intérêt particulier. Je n'ai pas l'habitude des sous-entendus, mais je le dis quand même, c'est comme la situation de la SAHLM pose un certain nombre de problèmes de gestion. J'espère que ça n'est pas la raison qui motive le retrait de la Chambre de l'agriculture. Voilà. Mais je ne demande pas de réponse. Alors vous allez voir là, actuellement, effectivement. Non, mais ça va aller très vite. Actuellement, effectivement, nous sommes en train de préparer un plan spécifique de patrimoine qui porte sur 204 millions €. Donc, effectivement, il y a eu dernièrement Action Logement qui n'a pas été reconduit au niveau de son actionnariat pour nous permettre de disposer des actions nécessaires pour pouvoir avoir un prêt participatif nous permettant de dégager les 204 millions € nécessaires. Ça, mis à part la situation de la SAHLM au niveau financier, redevient à peu près saine. Voilà. Ok, tout va bien. Je mets aux voix le rapport 206. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions?
Merci. Le rapport 101 est présenté par Jérôme Bacher. Oui, Monsieur le Président, il y a deux parties dans ce rapport. D'une part, une petite augmentation budgétaire de 485 000 € sur les dépenses de personnel. Alors, je rassure tout le monde, on continue à baisser entre 2016 et 2017 les dépenses de personnel, mais par rapport à ce que nous avions budgété, il se trouve qu'un certain nombre de personnels partent en retraite plutôt en fin d'année que tout au long de l'année, parce qu'ils se trouvent bien au département, le climat social y est bon, et donc ça induit une légère dépense supplémentaire par rapport à ce que nous avions estimé. Et puis, très classiquement, comme on le fait dans toutes nos collectivités, une modification du tableau des effectifs qui est un acte légal et qui consiste à changer les positions d'agents pour le bon déroulement de leur carrière. Voilà ce que représente ce rapport et qui confirme ce qu'on a dit ce matin en discussion générale. C'est que les effectifs du département sont en baisse, les crédits de personnel sont en baisse, ce qui nous permet d'avoir les résultats dont nous avons parlé tout à l'heure. Avis favorable de la Commission des finances, moyennant l'abstention de quelqu'un dont il ne faut plus citer le nom. Est-ce qu'il y a des questions sur le rapport 101? Bien, je le mets aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Il y a combien d'abstentions? Toute l'opposition s'abstient et il est adopté par la majorité. Le rapport 102 est présenté par Madame Van Delzuve. Merci Président. Donc moi je vous présente le rapport 102. Il est question de permettre des ajustements dans le cadre de la démarche de gestion et d'optimisation de notre patrimoine immobilier. Il est indispensable pour notre collectivité d'avoir une politique volontariste afin de pouvoir diminuer les charges de fonctionnement notamment et de permettre par ce biais, donc par ce levier, des sources importantes d'économie. Donc divers projets sont inscrits au PPI et notamment la reconstruction donc de la MDS de Méru, la densification du CDEF de Senlis afin d'y transférer le CDEF de Compiègne, la construction d'une UTD de Creil pour permettre le regroupement donc de l'UTD de Pont-Sainte-Maxence ainsi que du CRD de Saint-Maximin. Ensuite, on a le CRD de la CINI. On a également le transfert départemental archéologique de Clermont sur la MDS de Creil et il est également inscrit au fonctionnement au PPI 50 KE pour la télésurveillance des bâtiments administratifs de Beauvais. Donc dans l'attente de la mise en place en fin d'année d'une carte de supervision d'un centre de supervision départemental. Donc je vous demande également, Président, de procéder à des ajustements de crédit à hauteur de 100 000 € sur certains postes révisés à la baisse et notamment moins 50 000 € sur les fournitures de bureaux. Et donc je vous demande de bien vouloir délibérer sur les ajustements de crédit sur les programmes et les actions à la hauteur de 34 234 295,33 € en AP cumulé et d'approuver la liste des opérations jointes en annexe, Président. Donc en ce qui concerne la Commission, avis favorable à l'unanimité, sauf abstention de M. Blanchard. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Madame Balitou. Je voudrais bien savoir si le CRD de la CINI sera bien détruit, et reconstruit, et auquel cas, qu'est-ce qu'il sera fait du devenir des anciens locaux, puisque ils viennent juste d'être réfectionnés. C'est pour ça que j'étais un peu surprise, parce qu'il y a eu des travaux de fait récemment. Je pense que nous allons demander, je pense que nous allons demander l'appréciation de l'administration sur ce point. C'est Monsieur Hulot qui répond? Monsieur le préfet? Pas davantage. Bien, je crois qu'on va remettre la réponse à une séance ultérieure ou à une communication personnelle. Mais c'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Est-ce qu'il y a d'autres questions d'un genre différent? Bien, merci. C'est peut-être du même genre. Je voudrais vous faire une petite lecture d'un rapport qui date de quelques années. Sont abandonnées les opérations suivantes. La restructuration et l'aménagement de l'ex-unité territoriale de l'équipement de Méru. La construction d'une nouvelle unité territoriale départementale de la CINI. La construction de la maison de l'environnement située à l'entrée de la partie des marais de Sassy, propriété du département, pour laquelle était prévu 3 400 000 en AP et 1 100 000
en CP. Là, j'ai l'impression de lire, mais le contraire. Voilà. Donc, oui, mais pas de la même gamme, parce que pour prendre les marais de Sacy, on tourne à 800 000. Je peux continuer? Je vous en prie. Merci. Donc ça veut dire qu'encore une fois, vous reprenez, vous redémarrez dans des projets que vous avez été chercher dans la malle à l'oubli qui est au grenier du Mudeau. Mais vous remplacez la maison du parc de Sacy, des marais de Sacy, par un kiosque. Un kiosque à 800 000 €. Un kiosque pour faire quoi? Pour des concerts de la fanfare départementale. Pourquoi? Un kiosque, parce que j'en ne vois pas, moi, l'utilité. Si on n'a pas une maison pour éduquer, pour montrer ce qui se passe dans le marais, j'allais dire, le kiosque, je ne vois pas à quoi ça peut servir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous aviez abandonné le regroupement des deux infrastructures de Pont-Sainte-Maxence et de Saint-Maximin sur Creil. Je voudrais bien savoir où vous allez la faire à Creil. Parce que, avec le refus de continuer ce dossier en 2015, le parc Alata, lui, a commercialisé la parcelle de 8000 m² à peu près, qui était réservée. Il l'a commercialisé et l'entreprise vient de déposer son permis de construire. Ça veut dire qu'il faut retrouver un terrain aussi bien situé, c'est-à-dire près de la 1016 et de la 1330, sur le chemin qui conduit à Pont-Sainte-Maxence et proche de la CD 200. Voilà. Donc, si vous voulez, là, il y a un problème. Et avant d'intervenir, maintenant je me renseigne, je ne fais pas comme tout à l'heure pour le CDEF. Et le parc Alata vient de me signaler qu'il ne leur restait plus qu'une parcelle de 6500 m² au lieu des 8000 et quelques qu'on avait réservés pour cette UTD. Donc il va falloir que vous mettiez en recherche. Alors je veux bien vous aider. Si vous faites appel à moi dans les cas difficiles, je veux bien essayer de les régler avec vous. Mais trouver 8500 m² sur le bassin creillois, aussi bien situé à proximité des grands axes routiers, ça va être quelque peu difficile. Donc, je suis pour, on ne va pas voter contre, je suis pour, mais ça va être quand même un tout petit peu difficile, puisqu'il a fallu qu'on travaille avec la SAFER pour trouver des terres. Ok, merci. On va commencer par le plus simple. Ce n'est pas un kiosque à journaux ni un kiosque à musique. Donc, qu'est-ce que c'est que ce kiosque, Madame la Vice-présidente? Alors oui, effectivement, je pense que le kiosque est une simple partie de travaux qui sont envisagés dans le cadre du projet LIFE, qui est un projet européen, je pense que nous en avons parlé ici, et le kiosque est marginal par rapport à l'ensemble des travaux prévus, qui sont de la renaturation écologique, qui est l'essentiel du projet LIFE, puisque de toute façon, c'est pour l'écologie, le projet LIFE, et pas du tout pour l'installation de bâtiments. Le kiosque est un kiosque qui pourrait être, à l'instar de celui qui est sur la communauté de communes du Pays des Sources, dans la base d'accueil de Thiécourt, à peu près à l'identique. Et ceci dit, bien évidemment, c'est un projet européen avec des fonds européens et les travaux ne seront entrepris que si nous obtenons la subvention européenne. À savoir que le nombre de dossiers étant très très important, notre dossier a été ajourné pour l'année 2017 et bien sûr est reporté sur les autres années 2018 ou 2019. Donc bien évidemment, je répète, ce ne sera entrepris que si nous obtenons, bien sûr, les subventions européennes. C'est-à-dire l'agrément du projet LIFE, pour être concret. On va être soumis à un agrément européen. Sur la question du site de l'UTD de Creil, est-ce que quelqu'un peut donner la réponse au fait?
Alors, après avoir échangé un petit peu avec le maire de Pont-Sainte-Maxence, celui-ci a un projet de deuxième pont parce que lui aussi donc est saturé par les voies, au niveau de son trafic intérieur. La ville de Pont est très compliquée à traverser et donc malheureusement l'UTD actuel le projet de pont, de futur pont, se trouve sur l'UTD actuel. Donc on a un souci d'implantation et Monsieur le directeur du service du patrimoine s'active aujourd'hui sérieusement donc à trouver un lieu d'implantation qui corresponde justement aux besoins et notamment en y rejoignant, en y regroupant l'UTD et la CRD de Saint-Maximin pour optimiser. Voilà. Et voilà. Pourquoi pas, Jérôme. Et en ce qui concerne, excusez-moi, les marais de Sassy, j'aurais voulu rebondir là-dessus. On était sur un projet démesuré, surdimensionné par rapport aux besoins des marais. Et je suis désolée qu'à chaque fois vous reveniez là-dessus. On n'est pas obligé de revenir sur les marais en permanence. Monsieur Villemain. Je suis libre de revenir sur les dossiers que je veux, Madame la Delçure. Pardon. Nous sommes en démocratie, me semble-t-il. J'entends bien, Monsieur le maire. S'il vous plaît. Chacun apprécie la situation comme il le veut. Peut-être Monsieur Hulot ou Alain Letellier sur le TD de Creil, non, il n'y a rien à dire. On redémarre la localisation. Donc si je comprends bien. Ok. Monsieur Blanchard. Je veux bien qu'on dise que le projet d'une maison de l'environnement ne correspond pas au choix de la majorité actuelle et qu'elle ne souhaite pas le poursuivre. Quant à dire qu'il était démesuré, excessif, c'est une conception, voire surdimensionnée, c'est une conception de l'environnement que vous ne partagez pas. Il s'agissait d'en faire un lieu départemental de réflexion et d'approche des questions environnementales avec une volonté éducative très forte. Donc après, ça, on peut ne pas être d'accord, mais quant à le qualifier, à le rejeter au nom de son surdimensionnement, c'est un autre problème, d'autant plus que j'ai fait remarquer que vous étiez absent en ce qui concerne les ambitions environnementales. Non, nous soutenons régulièrement un certain parc naturel régional. Oui. Vous pouvez rappeler qui est le président ? Un excellent président. Je mets aux voix le rapport 102. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Non, Monsieur le Président, excellent. Des oppositions ? Merci. Il est adopté. Le rapport 103. Abstention. Je suis confus. Il est néanmoins abstention de tout le monde. Bon, non, toute l'opposition. Pas nous. Pas vous. Moins 2. 8 sur 12. Moins 4. 8. Le rapport 103 est présenté par Mme Nadège Lefebvre. Alors, le rapport 103 concerne deux points, incendie et secours. Enfin, ça concerne la sécurité et, deuxième point, les gendarmeries. Alors, il s'agit du plan départemental en faveur des sapeurs-pompiers. Alors, il est proposé d'inscrire une AP de 9 millions d'euros. Et ce plan départemental se déclinera sur les 4 années à venir. Dès 2017, c'est 1,5 million qui seront inscrits en crédit de paiement. Ensuite, l'échéancier prévisionnel prévoit 2,5 millions par an jusqu'en 2020. Cela reflète un investissement très important pour notre collectivité en faveur des pompiers. Bon, je rappelle quand même que nous avons fait le tour des casernes avec le président du SDIS et les collègues vice-présidents, qu'un certain nombre de casernes effectivement ont été un peu abandonnées et qu'il y a aujourd'hui quand même des travaux importants à faire. Alors, cette opération concerne des travaux d'extension, de réhabilitation et de construction. Ils ont été priorisés et définis en lien, bien sûr, avec le SDIS. Il s'agit notamment des casernes Montaterne aux Gens-sur-Oise, l'extension La Chapelle-aux-Paux, Précy-sur-Oise et La Chapelle en Serval. La réalisation des travaux serait confiée à la société d'aménagement de l'Oise, la SAO. Donc voilà en ce qui concerne les casernes.
Le deuxième point concerne les gendarmeries. Donc, il s'agit d'assumer le solde des opérations d'extension de la caserne de Lyoncourt, de construction des casernes de Bresles et de Saint-Leu-d'Esserand et d'extension-réhabilitation de la caserne de Breteuil, qui nécessite d'ajuster donc à la baisse les crédits, donc moins 1 200 000 € en AP et 438 200 € en CP. Alors, par ailleurs, la gendarmerie nationale, puisqu'il y a également le projet de la gendarmerie d'Auneuil qui, voilà, les locaux sont dans des conditions, enfin, les gendarmes travaillent dans des conditions, je dirais, j'ose dire déplorables, parce que je suis allée la visiter. Mais pour le coup, c'est la gendarmerie nationale qui n'a toujours pas approuvé le programme fonctionnel de la construction de la gendarmerie d'Auneuil, ce qui va donc reporter le démarrage de l'opération. Il convient donc de désaffecter pour le coup 100 000 € en CP. Enfin, compte tenu des conditions actuelles de travail et d'hébergement des gendarmes de Méru, la caserne n'étant plus adaptée aux effectifs, et ça je peux le confirmer, parce que quand il y a eu le grave accident à Berneuil, je suis allée après à Méru, puisque c'était les gendarmes du PSIC de Méru, et c'est vrai qu'ils travaillent dans des Algeco aujourd'hui. Donc c'est quand même dans des conditions qui ne sont pas très favorables. Et donc il est proposé de réaliser les travaux de la deuxième extension nécessitant l'inscription d'une AP de 4,9 millions € et un crédit de 100 000 € pour acquérir l'emprise foncière nécessaire. Alors, en ce qui concerne ce rapport, la décision de la commission réglementaire a émis un avis favorable à l'unanimité. Monsieur Blanchard s'est abstenu. Voilà. Éric, vous prenez la parole. Monsieur de Valroger. Oui, bien évidemment, je ne peux que me réjouir d'un tel rapport qui consacre la volonté de l'exécutif départemental d'investir plus encore en faveur de nos services d'incendie et de secours. Pour avoir été très souvent avec mes collègues vice-présidents sur le terrain, puisque nous avons visité tous les centres de secours, et il y en a même que nous avons visités 2 ou 3 fois depuis que nous avons repris l'exécutif du département. Effectivement, c'est en allant sur le terrain qu'on se rend compte parfois des conditions de travail difficiles de nos sapeurs-pompiers. Et moi, je me réjouis vraiment de constater que le département fournit un effort important pour faire en sorte que l'outil de travail qui est celui de nos pompiers soit le meilleur possible. Je rappelle par ailleurs que nous consacrons également des moyens importants pour le renouvellement des équipements et notamment du matériel roulant. Voilà ce que je voulais dire. Alors, il y a un débat juridique j'ai interrogé le service juridique du SDIS pour savoir si j'avais le droit ou non de prendre part au vote en tant que président du SDIS d'un tel rapport. Le service juridique du SDIS me dit que selon la jurisprudence, il n'y a aucun problème, mais néanmoins, pour éviter toute problématique, je préfère ne pas prendre part à ce vote. Ok, merci. Monsieur Blanchard. Je serai un peu moins dithyrambique que mon collègue de Valroger, puisque tous les projets que vous proposez sont des projets qui étaient en cours et dont la plupart ont été différés en raison du choix de construire d'abord le centre de commandement départemental à Beauvais. Donc, et que même sous l'ancienne majorité, ma désespérance est grande de voir retarder les projets de Montataire notamment et de Précy-sur-Oise notamment, puisque nous les avons visités ensemble, chers collègues, et que ce sont des lieux d'équipement du SDIS qui sont en désuétude, moins à Montataire qu'à Précy d'ailleurs, mais à Précy c'est particulièrement spectaculaire. Je veux dire mon souci de la volonté de regrouper les centres de secours de Montataire et de Nogent-sur-Oise. D'abord parce qu'on s'adresse à une population de plus de 30 000 habitants, en concentration urbaine, ce qui n'est pas simple. Donc moi, je n'ai pas de compétences particulières en matière d'intervention
des secours, mais je trouve qu'il faut bien réfléchir avant de décentraliser, puisque là, il s'agit d'un projet qui vise à décentraliser et regrouper 2 centres. Je regrette encore une fois que, à cette occasion-là, ça conduit, même si on ne peut pas faire de parallèle direct, à ce que des services publics qui sont implantés dans les quartiers urbains soient à nouveau retirés de ces quartiers urbains et que ça pose un problème aujourd'hui de la désertification en matière de services publics de ces centres, même si ça n'est pas facile, je le sais, d'y exercer par ailleurs les missions qui sont ceux du SDIS. Mais je regrette ça. Et puis, je m'interroge sur les conséquences, justement en termes de moyens, de cette fusion de 2 centres de secours et sur la relation de cette fusion avec le schéma départemental d'incendie et de secours qui détermine les implantations et les moyens d'intervention des services d'incendie et de secours. Ok, monsieur, attendez, dans l'ordre, monsieur Dietrich, monsieur Letellier, monsieur Villemain, je crois, qui vient de lever la main, et monsieur de Valroger. Monsieur de Villemain, si... Oui, je souscris tout à fait à ce que vient de dire mon collègue Alain Blanchard concernant le centre ou le projet de centre regroupé de Nogent et de Montataire. Mais je voudrais aller un peu plus loin. Et ce un peu plus loin, c'est pour condamner la légèreté, voire peut-être, je dis bien peut-être, le mépris de la direction du SDIS vis-à-vis d'un partenaire comme la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise. Nous avons discuté ensemble pour choisir un terrain. Le terrain que nous avions, nonobstant tout ce qu'a dit Alain Blanchard sur les services publics dans les quartiers politiques de la ville. Le terrain que nous avions trouvé était sur les communes de Nogent et de Montataire, à mi-chemin. Nous nous étions engagés au cours de cette réunion à conduire des études pour faire en sorte que la parcelle de terrain corresponde aux besoins du SDIS. Ces études nous ont conduites à déplacer une future voie, donc à refaire des études pour réimplanter une future voie du projet Gare Cœur d'Agglo. Sur la parcelle que le SDIS convoite, il était prévu dans le cadre du schéma départemental des gens du voyage une aire d'accueil de 40 places. Le SDIS, en accord avec le maire de Nogent, mais le maire de Nogent sait ce que je dis aujourd'hui, puisque je lui ai dit aussi, le SDIS a jeté son dévolu sur une parcelle qui est à peu près aussi grande que celle qu'on avait prévue au départ. Sauf que, pour implanter une aire de voyage, il fallait supprimer des jardins familiaux. Donc nous avons fait une première étude pour déplacer les jardins familiaux et une seconde pour installer l'aire d'accueil. Et on apprend, au détour d'un rapport d'EDM, que le SDIS déplace son centre avec toutes les conséquences que ça peut avoir, puisque c'est une façon de ne pas répondre aux questions et aux attentes du maire de Montataire sur la présence de services publics en milieu urbain, et avec le fait que ça éloigne le centre de secours d'un centre urbain beaucoup plus important en fait que disait Alain Blanchard, puisque ce centre va desservir une population de beaucoup plus de 30 000 habitants. Donc, si vous voulez, moi je crois que avant d'intervenir comme ça, alors c'est vrai, les communes peuvent se gérer elles-mêmes, mais de demander d'abord à une agglomération de travailler avec le SDIS et ensuite la considérer comme une quantité négligeable, alors qu'elle a engagé sa parole sur des terrains, alors qu'elle a engagé des financements, je trouve ça scandaleux, comme dirait celui qui disait que le résultat était globalement positif. Voilà. Moi, je crois, Monsieur le Président, qu'il faut revenir. Je me suis loué ce matin que quand on travaille tous ensemble, nous sommes efficaces.
quand le département travaille à la mobilisation des intercommunalités sur des projets structurants, on est gagnant. Et je ne dis pas gagnant-gagnant, je dis on est tous gagnants. Et je crois que dans la matière, le SDIS a joué perso, mais il ne faut pas oublier que le SDIS, c'est aussi une émanation et des intercommunalités, et des communes, et aussi du département. Il faut que le SDIS apprenne à travailler avec tous ses partenaires, et je dirais même plus, avec tous ses financeurs. Avec tous ses financeurs. Je serai en droit de réclamer, c'est ce que j'ai dit au maire de Nogent, le paiement des études qui ne servent à rien, du fait d'une position unilatérale et du SDIS et de la mairie de Nogent. Je vous propose de donner la parole in fine au président du SDIS qui ne participera pas au vote, et d'abord à Christophe Dietrich et Alain Letellier. Alors ça tombe bien, vous parlez de scandale. Le vrai scandale, à l'origine déjà, ça a été la façon dont a été construit ce SDIS à l'origine. N'oubliez pas qu'il devait coûter 25 millions d'euros, qu'au final il en a coûté près de 50, et que c'est ainsi qu'une dizaine de casernes qui devaient être rénovées ne l'ont pas été pendant 10 ans. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur l'aspect politique, je laisserai le président répondre sur le choix. D'un point de vue strictement pratique, tout à l'heure, M. Blanchard disait on enlève du service. Oui, d'accord, c'est bien beau la proximité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 2 casernes où il faut 9 bonhommes à la garde. Si vous avez un départ d'ambulance dans chaque caserne en même temps, c'est-à-dire ce qui arrive pratiquement tous les jours, vous n'avez plus la possibilité de faire partir de fourgons feu derrière. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les 2 ambulances sont dehors, celle de Nogent, celle de Montataire, vous avez 2 fourgons qui sont au tapis. C'est-à-dire que sur toute l'agglomération de Creil, il ne reste plus que le fourgon de Creil. Donc ça pose un véritable problème en termes de sécurité. Alors que si on a une caserne rassemblée à cet endroit-là, déjà on aura une diffusion plus rapide et plus efficace de certains secteurs qui aujourd'hui sont difficilement accessibles, mais surtout si vous avez les 2 ambulances dehors, il vous reste encore 6 bonhommes en caserne pour pouvoir assurer un fourgon Pompton derrière. Donc c'est d'un point de vue strictement pratique, d'un point de vue strictement sécuritaire, enfin je parle de sécurité des biens et des personnes, on sera sur une efficacité beaucoup plus importante. Voilà pour ce que Merci. Monsieur Letellier. Juste une dernière chose concernant l'aire d'accueil des gens du voyage. Je suis content d'apprendre à cette occasion qu'une aire d'accueil était prévue juste à côté du Château des Rochers, à 2 kilomètres de ma ville. Donc après tout, je suis plus à une près, mais je suis heureux de l'apprendre. Merci. Demandez au président de la séance, maire de Gouvieux, où il a installé son aire d'accueil, je vais dire, à combien? À peut-être, je sais pas, allez, à vol d'oiseau, 20 mètres des limites de Saint-Maximin. Alors, si vous voulez, si on n'est plus maître sur son territoire, Monsieur Dietrich, j'allais dire, je n'ai pas mis ça sur Laigneville. Me semble-t-il. J'ai bien compris que vous vouliez prendre Laigneville en tenaille avec les aires d'accueil. J'ai bien saisi, merci. J'ai aucune volonté d'hégémonie. Il n'y a pas de tenaille. Je ne suis pas encore sur Coffry ou Rantigny. Ceci étant, elle est toujours vide, mon aire de gens du voyage. Il n'y a personne depuis 6 mois. Oui. Monsieur Letellier. Oui, Monsieur le Président, je voudrais attirer votre attention sur un fait que souvent on construit, on achète des terrains, on achète juste la surface suffisante pour bâtir l'équipement. On ne prévoit jamais les extensions possibles. Alors des extensions possibles qui peuvent être à 20 ans. Je vois la Chapelle au Pot, une construction en 92. Je vois le Précy-sur-Oise 91. Je citerai Méru 90. Et actuellement, le terrain qui est contigu, il reste un terrain de 6782 mètres carrés qui est à côté. Non, mais c'est un problème qui vient de sortir. Et vous avez pu voir dans la presse que la ville de Méru voulait le vendre la société d'hôtellerie B&B. Je trouve que l'endroit est tout à fait mal situé et qu'un jour ou l'autre, le centre de secours de Méru, qui comprend au moins 35 000 habitants, j'attire votre attention que ce terrain est à vendre. La promesse de vente n'a pas été signée encore, mais la délibération du conseil municipal a été prise ce lundi dernier, il y a 3 jours. Je n'en avais pas connaissance. La presse, c'est la presse qui m'a signalé cela. J'attire votre attention là-dessus. D'autre part, de l'autre côté de ce terrain, il existe un parking réalisé pour la première entreprise privée de l'Oise,
en matière d'emploi. Il s'agit de Forestia, donc il y a entre l'unité de production et le centre de recherche d'études automobiles. Ce parking est tout le temps plein. Le département avait réalisé en 1988, si j'ai bonne mémoire, un passage souterrain pour permettre aux employés de traverser la route départementale 927. Et j'attire votre attention là-dessus, mais il n'y a pas qu'à Méru où ça se situe. Je pense qu'il y a d'autres endroits où il faut être extrêmement vigilant et d'essayer de prévoir un peu plus de réserves foncières. Les chefs d'entreprise achètent en général des propriétés qui leur permettent de doubler leur activité. Enfin, ils anticipent même si ça ne se passe jamais. Je passe la parole pour terminer sur ce sujet, si vous le voulez bien, au président du SDIS. Oui, alors, d'abord pour répondre, Monsieur le Président, à la première intervention de Monsieur Blanchard. Alors là, je trouve ça quand même assez gonflé, parce que, effectivement, il y a eu des projets qui avaient été initiés par l'ancienne majorité et qui n'ont jamais vu le jour. Ce qui a créé d'ailleurs beaucoup de déceptions du côté des sapeurs-pompiers, et en particulier de Précy-sur-Oise. Alors, notre collègue Blanchard nous explique, oui, il a fallu financer le centre de secours, enfin le QG, on va dire, de Tillé. Mais en attendant, Précy-sur-Oise, il y avait déjà eu des projets qui avaient été annoncés et qui n'ont pas été respectés. Il y avait même, le président Rome avait même fait mettre un énorme panneau, comme il aimait, il adorait les panneaux. Et il y avait un énorme panneau avec un énorme logo du Conseil général pour dire ici on refait votre centre de secours, etc., etc. Et en fait, il n'en a rien été. Et je pense que là, effectivement, la précédente majorité s'est rendue coupable d'avoir annoncé des bonnes nouvelles à nos sapeurs-pompiers et de ne les avoir jamais mises à exécution. Alors, par contre, il y a une chose avec laquelle je suis totalement d'accord avec lui, puisqu'on y a été ensemble, c'est effectivement l'état catastrophique de cette caserne et la nécessité impérative de la remplacer. D'ailleurs, ce n'est pas sans problème, puisque nous sommes dans une zone inondable et sur cet endroit-là, il va falloir qu'on fasse éventuellement des extensions sur pilotis. Enfin, tout ça va coûter quand même beaucoup d'argent et va poser d'énormes problèmes techniques. Et nous n'avons pas trouvé dans cette zone, dans cette commune, un autre terrain plus propice. Tout ceci n'est pas simple. S'agissant du regroupement entre Nogent et Montataire, bon, je rappelle que ces deux casernes sont à des distances très proches l'une de l'autre. Et effectivement, budgétairement parlant, c'était difficile de rénover les deux, et d'ailleurs techniquement compliqué de rénover les deux, et donc il nous a paru beaucoup plus intelligent pour deux communes voisines, eh bien de faire un seul centre, ce qui ne correspond pas à notre politique générale, parce que globalement, nous voulons absolument maintenir des casernes de proximité, et nous ne voulons absolument pas faire d'une politique générale de regroupement des casernes. Là n'est pas du tout notre ambition. En l'espèce, je pense que tous les sapeurs-pompiers de ces deux centres-là seront très heureux de pouvoir disposer d'un outil de travail de beaucoup plus grand confort, avec des équipements bien meilleurs, et ne sont pas du tout mécontents de ce regroupement. Alors, s'agissant de la concertation, elle a bien eu lieu. Elle a eu lieu avec les deux maires concernés. Elle a eu lieu avec l'intercommunalité. Et d'ailleurs, Jean-Claude Villemain, ma voisine et collègue Nadège Lefebvre, vous a rencontré avec le colonel Corac sur ce dossier. Donc, il y a eu beaucoup de consultations. Il s'est trouvé que pour des raisons que je ne suis pas capable de restituer dans l'immédiat, mais que je vous adresserai, des raisons techniques, purement techniques, la direction du SDIS a considéré que le premier terrain qui avait été envisagé ne pouvait pas
accueillir le nouveau centre de secours et je vous donnerai l'explication technique dès que possible. Mais en tout état de cause, je pense que les deux communes et l'ensemble de la population qui dépend de ce nouveau centre seront les grands bénéficiaires de ce nouvel équipement et je ne vois pas matière à critique. Alors, pour tous les autres centres de secours, chaque fois, il y a des problématiques différentes, notamment s'agissant de la Chapelle-en-Serval. Le maire de la Chapelle-en-Serval, Jérôme Bacher, connaît bien cette problématique-là, souhaite récupérer l'actuelle caserne pour y installer ses services techniques. Pour nous, le SDIS, c'est trop petit, c'est trop exigu, donc on a la possibilité de disposer d'un autre terrain qui a été gelé et qui est prévu pour une installation. Donc voilà, tout ceci s'agence assez bien et je suis quand même étonné des remarques critiques sur le sujet alors que ça devrait au contraire susciter des ovations, des applaudissements, enfin c'est un engouement formidable. C'est vraiment un investissement extrêmement profitable aux sapeurs-pompiers et j'apprécie beaucoup que le conseil départemental s'engage de cette manière. Bien, on va peut-être s'en tenir là. Je propose qu'on fasse un banc pour le président du SDIS, si vous êtes d'accord. Séparément du vote. Monsieur le Président, pardon. Excusez-moi, Monsieur Bacher laisse croire que j'ai pas tout dit de ce qu'il fallait dire. Moi, j'appelle pas à consultation le fait de participer à une réunion où on où on fait un choix et qu'on apprend au détour d'un rapport que le choix a été invalidé et que il se porte sur autre chose, alors que, je le répète, l'intercommunalité, au cours de cette réunion, et Nadège Lefebvre était là, je n'ai pas voulu la mettre en cause, parce que c'était une réunion très, très cordiale, on s'était engagé à faire en sorte que le terrain corresponde exactement aux demandes du SDIS et que on allait engager des études pour libérer justement une partie de la parcelle. Donc, si vous permettez, on va revenir au sujet peut-être. Non, mais il faut aller jusqu'au bout parce que la façon de parler de Monsieur Deval-Roger pourrait laisser croire que je raconte des carabistouilles. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Moi, non, mais personne ne vous soupçonne. Ce que je demande, simplement, c'est que quand on a des discussions sur un sujet précis, on soit informé directement du changement de décision. Voilà. Parce qu'on aurait pu faire valoir d'autres arguments, et le terrain qui a été choisi, techniquement, c'est à peu près le même, techniquement, c'est les mêmes conditions. Sauf que vous allez avoir un gros ennui pour le raccorder au rond-point des Rochers, directement au rond-point des Rochers. C'est la seule solution pour que les différents points de cette partie de l'agglomération soient rapidement, on puisse intervenir rapidement. Voilà. Maintenant, à dire aussi que les deux maires vont se satisfaire de cette décision, c'est mal connaître le maire de Montataire, Jean-Pierre Bozino. Bien, je vous propose de poursuivre le débat technique dans les circonstances ad hoc. Monsieur le Président, je sais qu'il est tard, je sais que vous pouvez être fatigué. Moi, je peux rester ici le temps qu'il faut. Nous demandons les débats démocratiques, nous sommes là pour nous exprimer, vous n'avez pas à nous couper la parole. Le sujet est d'inscrire 9 millions d'AP, c'est pas de choisir la localisation. Donc je vous propose de continuer le débat technique, bien entendu, mais pas dans le cadre de la DEM1, parce que sinon, compte tenu des difficultés que vous relatez, c'est pas à la soirée qu'on y passera, c'est une semaine. Donc je mets aux voix le rapport 103 avec les autorisations de programme qui vous sont proposées et qui devraient permettre de résoudre la question. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Ok, 8. Le rapport est adopté.
Comme le PPI doit être présenté aussi bien en littérature d'un côté qu'en synthèse de l'autre, je vais vous proposer de les remettre dans l'ordre, puisqu'on s'est trompé dans l'ordre des rapports. On va faire le 105 que Nadège Lefebvre va vous présenter et le 104 qui donne le total des chiffres pour la forme après, que je présenterai. Madame Lefebvre, rapport 105. Donc j'irai assez rapidement puisque la plupart des choses ont déjà été discutées et que le Président en a parlé lors de son discours d'introduction. Donc la restauration de notre capacité d'autofinancement nous permet donc aujourd'hui non seulement de maintenir mais même d'augmenter notre niveau d'investissement. De nouvelles opérations pour un total de 100 millions d'euros peuvent de ce fait être programmées dès maintenant. Notre effort d'investissement annuel pourrait augmenter légèrement dès l'an prochain de l'ordre de 5 à 10 millions chaque année. Il est proposé donc la révision de notre PPI. Il s'agit de PPI, pardon. Il s'agit d'un véritable programme d'action pour les années prochaines. Donc, je vais revenir sur les opérations que nous avons déjà abordées, à savoir le lancement donc, du plan caserne qu'on vient de discuter à l'instant pour 9 millions d'euros, ce qui permettra donc aux pompiers de concentrer leurs investissements sur d'autres domaines au service de la sécurité des habitants de l'Oise. Également l'augmentation progressive des AP de l'aide aux communes, 34 millions d'euros en 2015, 39 millions d'euros en 2016 et en 2017, 39 millions plus les 5 millions on en a parlé ce matin, qui portent à 44 millions d'euros. Puis probablement 41 millions en 2018 et 43 millions en 2019. Bien évidemment, hors des opérations, il pourrait y avoir aussi des opérations exceptionnelles, donc ce serait hors opérations exceptionnelles. La remise à l'ordre du jour du doublement donc de la RD 200 entre Villers-Saint-Paul et les AGE, l'inscription de 12 millions d'euros en AP pour couvrir notre participation à la construction du barreau ferré Creil-Roissy. Je vous rappelle que grâce à la mobilisation du département de l'Oise, 16 millions d'euros au total ont pu être apportés pour boucler le financement de ce projet essentiel pour notre territoire. Également le regroupement sur un site unique à Senlis des CDEF de Compiègne et Senlis pour 2 millions d'euros. La construction d'une MDS à Méru pour 2 millions. Elle regroupera sur un même site des services dispersés dans la ville et permettra d'importantes économies en loyer. Également la construction à partir de 2020 d'une UTD à Creil, en lieu et place de celle de Pont-Sainte-Maxence et du CRD de Saint-Maximin et d'un CRD à Lassigny. Ensuite, la création au Mudo d'une galerie d'exposition dans la cour pour 500 000 euros et la poursuite des travaux de mise en valeur du palais pour 2 millions d'euros. Donc au total, notre PPI regroupe des opérations pour 1,3 milliard d'euros. Voilà ce que je pouvais dire sur le côté littéraire. Je donne la décision de la Commission. Avis favorable à l'unanimité. Abstention de M. Blanchard. Voilà, il s'agit donc d'une synthèse de propositions qui ont été données au fil de l'eau, rapport par rapport. Je mets aux voix le rapport 105 sur le PPI actualisé. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Il y en a 4 abstentions. Abstentions. Donc 8 abstentions, le rapport est adopté. Le rapport 104 est tout simple, c'est simplement un total de chiffres pour vous indiquer que les autorisations de programme passent à 1 283 975 974,71 €. C'est le total des AP en cours avec les... c'est amusant de mettre des centimes d'ailleurs, avec les imprécisions que vous connaissez s'agissant d'AP par définition, qui sont réajustées, réactualisées, réduites, etc. Mais ça montre le volume des choses. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez après en annexe, par grand programme, par grand article, le cadencement qui permet de suivre les autorisations de programme et les crédits de paiement, plus exactement les crédits de paiement en fonction des autorisations de programme. Et vous savez qu'il y en a qui se déroulent plus vite que d'autres, bien sûr. L'aide aux communes, ça se déroule lentement, les routes, ça se déroule lentement, etc. Mais ça permet de vérifier qu'on ne donne pas des autorisations de programme à tout bout de champ, en imaginant qu'on verrait ultérieurement les crédits de paiement. Nous sommes prudents, nous faisons en sorte que les autorisations de programme soient déjà quasiment gagées par des crédits de paiement.
Voilà, je mets au voix le rapport 104. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Abstention 8. Il est adopté. Le rapport 106, le rapport des opérations financières, est présenté par Jérôme Bacher. Le rapport dit Monsieur Marchand. Ce rapport présente divers petits ajustements très classiques. Voilà, c'est une décision modificative relativement technique qui vous est présentée, donc vous ne serez pas surpris que les montants qui apparaissent soient petits. Cependant, ils sont parfois la contraction de sommes plus importantes. 35 000 € de provisions pour risques et charges, sont un peu d'annulation de crédit. La chose les plus intéressantes, c'est quand même les autres recettes et dépenses. La DGF, nous avons une bonne surprise. Nous avons 77 000 € de plus sur un budget d'1,5 milliard. Ça va changer totalement la face du département. Nous avons aussi, là, c'est plus important et plus conséquent, le droit départemental d'enregistrement de la taxe départementale de publicité foncière. 3 millions d'euros de recettes en plus. Pour une fois, c'est très bien. Alors, il y a quelque chose d'ubuesque, de bureaucratique et d'absolument incroyable, qui est ce fameux fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux. Un fonds de péréquation où nous touchons d'un côté, mais en même temps on y contribue de l'autre. C'est à n'y rien comprendre, mais c'est comme cela. Et nous sommes, hélas, débiteurs, vu que nous devons 2,5 millions pour cela, et nous touchons 1 million. L'administration a des mérites que le législateur devrait corriger. J'ai jamais été législateur. Un vœu peut-être. Le département est prélevé là aussi sur différentes taxes à hauteur de 5,5 millions et bénéficiaire d'un reversement de 8 millions. Donc sur d'autres compensations sur la CVAE, notamment sur les taxes foncières sur le bâti, etc. C'est plutôt des points positifs pour une fois. Sur la TVA, il y a une chose extrêmement importante qu'il faut noter. Nous avons un remboursement de TVA de 3,3 millions. Mais ce remboursement de TVA, il ne vient pas au hasard. Il vient parce que nous avons investi. Ces remboursements, ils viennent parce que le département et de la majorité actuelle a bien investi en 2016. Et donc, s'il y a 3,3 millions de TVA en plus, oui, il y avait 12 millions, on en a inscrit 15. Mais parce que nous avons fait des économies de fonctionnement et que nous investissons, nous en touchons les recettes, c'est bien normal. Et puis, évidemment, le bon résultat de 2016 que nous avons repris tout à l'heure nous permet de diminuer l'emprunt d'équilibre de 57 millions et de rester dans ce qui est prévisionnellement à 107 millions, ce qui, je vous le dis très clairement, ne sera pas emprunté. On n'empruntera pas 107 millions, sachant qu'on en rembourse une cinquantaine cette année. On devrait emprunter une cinquantaine de millions d'euros au global et maintenir une fois encore l'endettement constant. Tel est notre objectif si les résultats et notre maîtrise de la dépense continuent comme cela. Enfin, d'autres dépenses non ventilables, des admissions en non-valeur, voilà, qui sont annexées assez largement. Et puis, évidemment, dans les équilibres globaux, le virement de la section de fonctionnement vers l'investissement, 61 millions d'euros. 61 millions d'euros parce que nous avons fait les économies dont nous avons parlé tout à l'heure. Enfin, et c'est pas grand-chose et c'est énorme, c'est la plus grosse écriture de ce DM1. Ce n'est qu'une écriture parce qu'il s'agit de dépenses et de recettes d'ordre. Alors c'est bien, c'est pas hyper populaire, mais c'est 200 millions d'euros d'intégration dans notre actif des collèges. Alors ça paraît rien et ça n'avait jamais été fait. Alors si ça n'a jamais été fait, il y a une bonne raison à cela. C'est que quand vous mettez cet actif-là, vous devez l'amortir. Et les règles comptables, excusez-moi d'être techniques, font que vous devez avoir dans votre autofinancement les sommes réelles pour pouvoir les couvrir. Or, avec la trajectoire budgétaire qui était la nôtre, eh bien, la majorité précédente s'était empressée de ne pas les inscrire, ces 200 millions, parce qu'ils n'auraient jamais pu couvrir les sommes afférentes. C'est 10 millions d'euros qui sont là, et donc, parce que nous avons fait ces efforts, nous pouvons respecter la loi, ce qui fait quand même, excusez du peu pour ce département, un budget de 1,5 milliard. Merci beaucoup. Une petite observation, je souligne souvent, nous n'avons pas de justification de la part de l'État de la plupart des notifications. C'est toujours pareil.
Voilà, c'est pareil avant. Ça change pas, et ça le don de m'agacer, je le dis à chaque fois en commission, mais c'est comme ça. Je trouve qu'à notre époque, je trouve ça inadmissible. Mais bon. Monsieur Blanchard, après. À plusieurs reprises, à la page 106, il y a une provision pour risques et charges, mais on ne dit pas pour quelle structure associative. Il n'y a pas de nom. C'est comme pour les garanties d'emprunt. Sur le rapport, il y a 6 lignes où on ne donne pas l'objet, l'identité de l'organisme à qui on a garanti un emprunt. Alors je trouve ça un peu désagréable comme ça, alors c'est en passant. Mais il faudra corriger quand même. Oui, on pourra avoir. Je peux te répondre, hein, Oui. On connaît la réponse. Hein, alors, garantie d'emprunt, c'est le 42 119 de 2016. Non, mais allez, je blague. On vous apportera les réponses. Sur la provision, il s'agit d'un litige que nous avons avec la Ligue de l'enseignement. Et on avait cru comprendre parce qu'on retrouve plus loin le... Non, mais on n'a pas de problème pour l'assumer. Hein, c'est juste, voilà. On assume pleinement nos choix. Heureusement. Ok, Monsieur Blanchard. 3 remarques brèves qui sont peu apparues dans le débat. La première, c'est que dans la situation de désendettement, vous bénéficiez, vous ne le dites pas suffisamment, d'une période très faste du point de vue des taux d'intérêt. Deuxième remarque qui figure celle-là clairement dans le rapport également, vous bénéficiez d'une augmentation sensible des droits de mutation qui sont payés par les gens qui acquièrent ou qui construisent. Enfin bon, sensible puisqu'elle est de 7% en un an, c'est pas rien, hein, voilà. Et la troisième remarque, je le ferai plus tard parce que je l'ai oublié. Ça, c'est le problème de l'âge. Ah, la troisième remarque, oui, vous bénéficiez également, et ça n'a pas non plus été évoqué, et c'est un problème du fonds d'aide que le gouvernement a décidé d'attribuer aux départements qui sont les plus en difficulté, ce qui indique que nous avons des difficultés réelles d'équilibre de nos comptes. Et je continue à penser, oui, mais ça, je continue à penser, et sans vouloir à tout prix défendre un bilan irréprochable de l'ancienne majorité, je ne suis pas de ce genre-là, même si je considère qu'il y a des choses importantes qui ont été faites et que l'habillage que vous en faites n'est pas satisfaisant, n'empêche que ça traduit des difficultés structurelles profondes du budget du département de l'Oise. Tout ça montre que quand on est vertueux, ça porte bonheur. Alors, 2 éléments de réponse, effectivement. Hein. En 2016, nous avons dépensé à dette constante 1 million d'euros de frais financiers en moins. Donc c'est un élément important, mais c'est aussi parce que nous avons fait de la gestion active de la dette, très active. Et aujourd'hui, nous avons cristallisé les taux, hein, on l'a vu passer tout à l'heure, mais 2/3 de nos emprunts sont maintenant à taux fixe, vu que l'ambiance est plutôt à la remontée des taux, c'est donc une vertu pour les années à venir. C'est donc de la bonne gestion que nous avons mise. Et effectivement, Alain, tu as tout à fait raison. Nous avons été bénéficiaires en 2016, parmi 20 départements, d'une aide de l'État sur le RSA. Et c'est bien parce que l'État était impécunieux avec nous que nous y avons eu droit, et c'est aussi parce que quand la décision a été prise au début de l'année 2016, pour cette fin d'année 2016, qu'on voyait bien dans quel état étaient les finances du département, que même l'ancienne majorité socialiste a eu le bon goût de nous verser cette somme, ne pensant pas que nous serions aussi vertueux et aussi capables. C'est pour répondre à la première intervention de ce matin de Jean-Claude. Je suis inquiet parce que si le budget du département s'en remet chez un énarque de la valeur de mon collègue Patrice Marchand, je ne suis pas énarque. C'est tout comme. J'ai d'autres défauts. J'ai oublié l'école, mais c'est tout comme. En tout cas, voilà. Mais en tout cas, si on s'en remet à la superstition et au bonheur pour les comptes de nos finances, je suis inquiet. Monsieur Villemain, pour le mot de la fin, avant que je le mette aux voix. Non, j'ai pas cette prétention. Mais M. Bacher a cité mon nom, donc il faut bien que je réponde. Il y a eu 2 fournées d'aide. L'une de 10 départements, me semble-t-il, et l'autre de 40. Vous aviez peut-être espéré que nous soyons dans les 10 premiers. C'était ceux qui étaient vraiment dans la dèche.
ceux qui vraiment y avaient le Titanic pour leurs finances. Nous avons été dans la deuxième, là où le gouvernement avait pris l'engagement d'aider, d'avoir un boni, une ressucée sur le RSA pour aider ces différents départements. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je pense que la situation telle que l'a décrite Alain Blanchard, c'est vrai, avec les baisses de dotation, ça a gêné les finances de l'ensemble des collectivités territoriales, mais la mauvaise gestion, je dis, moi, je suis très clair, il y a un juge de paix qui va arriver, même si leurs méthodes ne sont pas totalement régulières, mais c'est un juge de paix, leurs méthodes valent pour toutes les collectivités territoriales. On verra ce qu'il va dire. S'il faut que je mange mon chapeau ce jour-là, je le mangerai. Mais s'il faut que vous mangiez votre chapeau, ça va être plus dur à avaler, hein. Ça va être beaucoup plus dur. Parce que toute la justification des arrêts des opérations, des diminutions d'effectifs, de ceci, de cela, va se trouver quand même un tout petit peu remise en cause. Et j'espère que ce jour-là, vous aurez le visage aussi sérieux que vous l'aviez ce matin avant que je vous réveille. Bien. Vous faisiez allusion à la Cour des comptes ou à la Chambre régionale. Je vous rappelle, j'ai un vieux passé et assez long de rapporteur à la Cour des comptes, qu'il y a un vocabulaire et des expressions et une tonalité de la Cour des comptes. C'est quand on vous dit que telle opération n'est peut-être pas parfaite, ça veut dire, pour traduire, qu'elle est absolument exécrable. Donc il faudra tenir compte de cette lecture. Voilà. Ben écoutez, je peux éventuellement vous montrer mes rapports. Ils sont tellement vieux que... Bien, je mets aux voix le rapport 106, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a des votes contre? Le rapport des opérations financières. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il y en a 12. Le rapport est donc adopté. Le rapport 107, c'est simplement... Alors, il est marqué en délibéré. Non, c'est pas en délibéré, c'est en prendre acte. Il s'agit du compte-rendu des délégations d'attribution d'action en justice. Donc, vous avez une liste qui vous est présentée sur 5 pages. Non, parce que vous n'avez pas le montant. Mais enfin, ça pouvait être ça, oui, parmi d'autres. Voilà, je vous propose de considérer que nous avons pris acte du rapport 107, si vous le voulez bien. Je devrais normalement vous proposer, ou je vous propose, mais je ne vous le propose pas en réalité, il n'y a pas besoin de réunir la commission des finances. On peut peut-être s'en passer si vous êtes d'accord. Tu vas te faire bien voir. On vous a mis sur votre bureau, merci, c'est unanimité, on vous a mis sur votre bureau le rapport général et définitif de la DM1 avec les chiffres qui résultent des débats de la journée. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus, je suppose que non. Donc je vais mettre aux voix la décision modificative numéro 1. Est-ce qu'il y a des votes contre? Il y a 4 votes contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il y en a 8. La décision modificative numéro 1 est adoptée. Je vous remercie. Je vous indique que la séance de CP du 26 juin est supprimée et aura lieu donc une séance de CP le 10 juillet. Mais oui, ça peut être comme ça. Bon retour. Merci.